Bonsoir, bonjour à tous, merci d'être avec nous, merci également à tous celles et ceux qui nous suivent. Vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie infiniment. Merci à tous celles et ceux qui commentent aussi, qui réagissent sur les deux supports réseaux sociaux, c'est-à-dire à la fois sur la page Facebook qui s'intitule Ça fait débat, vous likez, vous le faites très bien et vous commentez. Et en toute liberté d'expression, sachez-le. Oui, et puis pour les tweetosman et les tweetoswoman, eh bien vous pouvez le faire avec le hashtag CFDébat ou le @CFDébat. 3 sujets qui ont retenu notre attention cette semaine. C'est parti. Allez, Valério, au sommaire, on balance les sujets. Eh bien, direction la présidentielle au Niger, avec l'opposition qui menace, qui suspend sa participation à la campagne. Et oui, ça fait déjà débat. Et peut-on considérer que Hama Amadou est déjà privé de sa liberté. Direction également aussi la présidentielle au Bénin, où on parle d'ores et déjà d'un second tour, d'un sous-talon, qui pour incarner justement la présidence de demain, et puis un accord est déjà-t-il envisageable avec les autres candidats. Et on parle de la Journée internationale de la femme, oui, avec 4 hommes, mais pourquoi pas? Je l'ai fait un peu exprès pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Oui, mesdames, parce que j'avais le choix à la fois de faire venir que des dames, des femmes, mais également ou des hommes. Ou pourquoi pas les deux? Eh bien, on va décider de commenter justement la Journée de la femme avec le point de vue et le regard d'hommes africains ou autres. C'est ici que ça se passe et en toute liberté d'expression. C'est parti! Et pour commenter, analyser, décrypter l'actualité, vous le savez, ça n'a pas changé. Des débatteurs qui sont ici, qui sont aussi des leaders d'opinion. Et vous aussi, vous qui nous regardez, vous devenez aussi très nombreux à le faire sur les réseaux sociaux. Makelan Gebla, ça c'est notre barbier. Vous savez, Christophe Barbier, hein, il existe avec sa fameuse écharpe rouge. Et ben nous, on a notre barbier à nous, c'est notre blogueur célèbre, avec son... À vous changez toujours d'écharpe, de couleur d'écharpe? Absolument, il le faut, parce que c'est une marque en fait. Donc du coup, il faut... Je veux bien que ça soit une marque, mais en même temps, vous changez toujours de couleur. Mais ça barbier, je garde toujours la couleur rouge. Moi, ça va de soi, parce qu'il faut savoir... Vous surprenez. Non, mais non, je crois que c'est la couleur tchadienne. Donc elle change toujours. D'accord. Okay. Allez, c'est parti. À ses côtés, Zap Crasso qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Il est activiste, il est journaliste. Merci. Exact. Vous êtes content de revenir? Mais vous m'avez manqué. Ah bon, bah écoutez, alors si on vous a manqué, soyez le bienvenu. En face, il rentre tout juste d'Afrique, oui, tout juste de Kinshasa, me semble-t-il. Voilà. Il s'appelle Emmanuel Dupuis, il est le président, il est le fondateur aussi de l'IPSE. Merci d'être avec nous. Ça s'est passé comment en Afrique? Enfin, plus précisément, à Kinshasa. Sur le fond, bien, mais je dirais que la logistique n'a pas forcément suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, balancez. Ma valise est toujours balancez. Encore une histoire de valise. Mais c'est pas possible. J'avais interpellé ici une compagnie dont je ne ferai pas la publicité parce que j'avais perdu ma valise. Il vous est arrivé la même mésaventure. Absolument. Donc, est-ce que je dois citer la compagnie qui m'a causé... Allez, on balance. C'est parti, non? Je fais un appel à la compagnie Brussels Airlines, pour qu'elle, s'il vous plaît, elle me fasse revenir ma valise qui est toujours bloquée sur l'aéroport. Ça fait 5 jours, hein? Quasiment 5 jours bloquée sur l'aéroport. Peut-on garder espoir? Ben, j'espère. Il faut toujours garder espoir. Surtout. Vous y teniez, en tout cas, on y tient ou pas, de toute façon. J'y tiens parce que je dois repartir. Vous repartez. Bon, allez, vous aussi, vous avez perdu votre valise, les Bouba? Non, moi, j'ai pas perdu de valise. Je vous vois énervé, là. Non, moi, je suis pas énervé. Moi, je suis très gai, plein de couleurs, et puis voilà, en pleine forme aujourd'hui pour débattre. Journaliste politique. Allez, messieurs, vous savez, direction le Niger. Un peu plus trêve de plaisanterie, même si parfois on s'accorde de faire un peu comme ça de la vanne, c'est ce qu'on dit. Hein. Il paraît que c'est comme ça que ça se dit, non? Hein? Bon, allez, messieurs, direction le Niger avec les présidentielles, l'opposition qui menace clairement sa participation, qui suspend même sa participation. Ça fait débat. Et puis, on commence à parler d'Amadou aussi. Hein. Est-ce qu'il n'est pas un peu privé de sa liberté? Ce que je vous propose tout de suite, messieurs, c'est de découvrir ce reportage réalisé et commenté par Moïse Mounkoro. On revient ici en parler. Tous les ténors de l'opposition sont là. Derrière les officiels, des dizaines de militants venus assister à l'événement. La déclaration qui sera bientôt faite est cruciale. L'opposition annonce qu'elle suspend sa participation au processus électoral à 10 jours du second tour de la présidentielle. 1. Décide de suspendre sa participation au processus électoral. 2. Demande à ses représentants de se retirer de la CENI et de tous ses démembrements. Pour expliquer sa décision, l'opposition dénonce une volonté de passage en force du président sortant Mahamadou Issoufou face à Mahamadou. L'ancien président de l'Assemblée, aujourd'hui en prison pour une affaire présumée de trafic d'enfants. La COPA tient le président Issoufou Mahamadou et la Cour constitutionnelle pour seul responsable
de la dégradation de la situation sociopolitique au Niger. La réponse du camp présidentiel n'aura pas tardé. Ce mercredi, le ministre nigérien de l'Intérieur a accusé à son tour l'opposition de bafouer les règles du jeu démocratique. Les règles électorales ne les intéressent que pour autant qu'ils gagnent. Mais s'ils ne gagnent pas, ce n'est pas des élections. Quelques jours des élections du second tour, ils décident non, les dés sont pipés, ils ne vont pas participer. Parce que tout simplement, ils savent qu'ils n'ont aucune chance de remporter ces élections-là. Selon ses partisans, le président Issoufou ira au second tour avec ou sans l'opposition. Au premier tour du scrutin, le président sortant est arrivé en tête avec 48% des voix. Mais le Koukao qu'il avait promis dès le premier tour aura été une illusion. Alors messieurs, dites-moi, nous allons tenter de commenter cette actualité. Et franchement, il faut le dire, on peut quand même se pencher et essayer d'apporter un regard supplémentaire sur ce qui se déroule au Niger. Parce que c'est vrai que la première question, l'opposition nigérienne, elle, qui, rappelons-le, soutenant l'opposant Amadou, qui affrontait il y a encore quelques jours, qui vont continuer à affronter Issoufou, ils ont annoncé de boycotter la campagne. Bon, ça je vous l'apprends pas. Mais en même temps, pour le second tour, comment est-ce que c'est un peu est-ce que c'est la bonne stratégie? Ibouba, vous vouliez vous saisir de la parole? Bon, moi, de toute façon, ce problème m'intrigue un tout petit peu, donc ça me prend au-dessus, parce que cette attitude de l'opposition nigérienne, je ne comprends pas trop. À la dernière minute, pour quand même faire un même basse au niveau de la situation, c'est vrai que ce n'était pas le bon moment, à mon avis. Autre part, donc, on a aussi une autre lecture de la situation, puisque nous savons très bien que c'est un peu critique, parce que, à mon avis, je crois qu'il y a une question de liberté qui se pose en fait, au sein donc, de cet échiquier politique au Niger, où l'étiquette personnel donc, de l'individu n'est pas tout à fait aplani à sa façon de le faire ou à sa façon de voir ou à sa façon de penser. Donc cette absence de liberté-là pose un réel problème. Aujourd'hui, nous vivons vraiment à l'ère de cette démocratie et nous voulons effectivement, en tant qu'Africains, que ça soit instauré dans tous les pays africains. Donc ça sera très bien parce que nous savons très bien que le Niger aussi, c'est pas un petit pays, c'est un très grand pays parmi donc, beaucoup de pays africains. Non, mais qui souffrent politiquement aujourd'hui. Qui souffrent politiquement aujourd'hui. Ils doivent ouvrir leur vanne afin que à la rigueur, que les gens ont une très belle aperçu donc, de cette politique nigérienne et que nous pouvons quand même dépasser cette ère donc, à l'ancienne qui quand même essaye quand même de traumatiser toute l'Afrique en ce moment. Faisons un tour de table. Zap Crasso, est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il l'a dit, il a lâché le mot, privé de sa liberté? Est-ce que c'est le cas? J'aborde dans son même sens, sinon dans sa même raison, parce qu'il faut qu'en Afrique, on sache ce qu'on veut, surtout lorsqu'on va aux élections. Les élections, c'est un maillon essentiel pour établir la démocratie. Et en Afrique, nous en avons besoin. Alors, ce à quoi nous assistons en ce moment au Niger, suite à ces élections, est typique à l'Africain. Alors que les politiques africains, surtout l'opposition africaine, a toujours tendance à s'aimer la zizanie là où il faut, en tout cas, avoir un bon sens. À partir du moment où l'opposition nigérienne a accepté d'aller aux élections, il faut conduire le processus jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que ça dépend de la stabilité même du pays. Et les revendications, il faut qu'elles soient vérifiées. Parce que, mais on dit que la stabilité du pays politiquement, en tout cas, ou sociopolitique, c'est pas stable. Oui, mais il y a une vraie dégradation, par exemple. Ça nous ramène au chaos, quand même. C'est pour cela qu'il ne faut pas en rajouter. Ce que je veux dire, on va aux élections. Je suis candidat, vous êtes candidat. J'ai des hommes derrière moi, j'ai un peuple derrière moi, j'ai des militants derrière moi. À partir du moment où je conteste votre élection, et c'est ça qui arrive souvent en Afrique, je dis mes arguments. Pourquoi je conteste? Mais j'ai lancé un mot d'ordre à tous mes militants, donc à ce peuple qui me suit, et il s'ensuit une violence. C'est ce fléau-là que je dénonce par la non-participation à ce processus qui devrait arriver au bout, parce qu'il y a des mécanismes justement pour contester les élections, et ce n'est pas du jour au lendemain, après le premier tour, qu'il faut s'arrêter pour dire non, il y a l'iniquité des... c'est pas la bonne stratégie. Vous êtes en train de nous dire que c'est pas la bonne stratégie, le boycott.
Est-ce que vous partagez ce commentaire? Est-ce que oui, oui, pas du tout? Justement, c'est le lieu. Je m'inscris en faux. Alors, premièrement, pour répondre à votre question, Adil, est-ce que Hama Amadou est privé de sa liberté? Bien sûr, puisqu'il a été arrêté le 14 novembre dernier à la descente de son avion, premièrement. Deuxièmement, on est dans une situation... Certains parlent pour lui. Pardon? Certains parlent pour lui. Oui, mais c'est le cacique numéro 1, c'est le responsable, à mon avis. Le procès n'est pas en cours, il n'est pas encore en cours. Et puis le procès ne le concerne pas lui, mais concerne sa seconde épouse, qui plus est pas sur le territoire nigérien, mais sur le territoire nigérian, puisque l'accusation de supposition d'enfant ne concerne pas le Niger, mais la deuxième épouse qui réside au Nigeria. Donc, rappelez quand même quelques faits. Il est emprisonné. Situation tout à fait unique. Pour la première fois, nous avons 2 candidats, dont un est privé de liberté, alors même que la Cour constitutionnelle a autorisé le parti du président Issoufou, le Modène Falumena, à se présenter. Il faut aussi avoir à l'esprit qu'une des raisons pour laquelle la COPA, qui s'était créée justement à travers cette coalition de tous ceux qui avaient échoué au premier tour, consistait à répondre, ou demander plutôt, une demande très simple, qui est une proclamation officielle des résultats. Or, il n'y a pas eu de proclamation officielle des résultats. C'est-à-dire qu'on ne sait pas réellement, hormis ce que le président et le camp du président, le PNDS, le parti de Bazoum, indique qu'il y a eu 48% des voix. Mais sauf qu'on ne sait pas vraiment dans quel sens et précisément comment se fait ou comment se sont faits les 2 comptes des voix. Donc la COPA, qui s'est créée le 25 janvier, part des 2 principes qu'il y a iniquité de traitement, d'une part, et qu'il n'y a pas eu proclamation des résultats, s'appuyant sur le droit. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Je ne sais pas. Ce qui est en tout cas une stratégie qui s'inscrit dans un contexte très particulier. Vous avez dit la situation sociopolitique n'est pas bonne. La situation sociopolitique est obérée par la question sécuritaire. La raison pour laquelle ni l'Union européenne ni un certain nombre de pays ne sont très intrusifs ou exigeants par rapport à la situation, c'est que le président Issoufou fait partie du G5, que c'est un contributeur en matière de libération d'otages, que les États-Unis, la France, à travers l'opération Barkhane, s'appuient, puisque une bonne partie du dispositif de Barkhane est à Niamey, est à Madama, est à Salvador, et que le président Issoufou, comme ses partenaires burkinabés et comme ses partenaires maliens, appartient à une organisation qui s'appelle l'Internationale socialiste, et force est de constater que, en gros, on consent à ce que la situation... Donc ça arrange tout le monde, j'ai bien compris ça. Mais on va revenir. Non, mais vous êtes en train de nous donner quelque chose quand même d'assez intéressant. On va y revenir. Makelan Gebla. Merci Adil. Donc je pense que Emmanuel il a décrit une situation assez inquiétante dans la mesure où c'est un recul préjudiciable pour la démocratie nigérienne, étant donné que c'est pour la première fois que... Mais il laisse entendre aussi qu'en gros, Issoufou va peut-être gagner. C'est ça aussi, ce qui nous laisse entendre. Justement, parce que j'ai l'impression qu'il ne le dit pas là. Mais sur le plateau, il a quand même dit, bon, Issoufou ou Amadou... Vous le voulez ou pas. Donc, que vous le vouliez ou pas, il y a les Américains d'un côté et la France de l'autre. Exactement. Ça, c'est pas faux. Il a décrit effectivement les enjeux sous-régionaux. Enjeux sous-régionaux en ce sens que le président Mamadou Issoufou est aujourd'hui un des alliés importants dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dont le dispositif Barkhane qu'il a évoqué joue un rôle important du point de vue des Européens qui estiment que dès lors qu'il y a l'opération Barkhane est basée, le renseignement surtout est basé au Niger et qu'on a besoin de cet allié pour peut-être lutter contre le terrorisme. Or, moi je pense que c'est un recul pour la démocratie nigérienne. On ne peut pas dans un premier temps maintenir en prison M. Hama Amadou et de l'autre côté, laisser effectivement son challenger ou bien son adversaire politique mener en toute liberté sa campagne présidentielle. Et tout à l'heure, quand vous disiez qu'effectivement... on peut se poser même la question, je vais encore plus loin. Est-ce qu'il est encore candidat? Mais non, il est candidat. On ne sait pas. Attendez, on ne sait pas. Il y a boycott, la coalition de l'opposition pour l'alternance avait suspendu ses activités dans le processus électoral en cours. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas dit qu'ils vont se retirer au second tour. Mais nous suspendons. C'est une manière de faire pression, d'exercer une forte pression mais est-ce que ça va fonctionner, cette manière de pression? Surtout en Afrique, ça ne fonctionne pas du tout. Justement, on est à quelques jours de cette élection. Et donc, du coup, je pense que c'est un signal fort envoyé à M. Issoufou et à son parti, le PNDS, d'accepter effectivement la règle du jeu démocratique. Non, mais est-ce qu'ils l'entendent de cette manière? Ça a été très bien dit, on a très bien compris. Issoufou, nous savons très bien. Écoutez, on ne va pas se voiler la face.
Je crois que Youssoufou a un soutien indélébile, un soutien très fort de la communauté internationale. Donc ça, tout le monde... Non, doucement. Mais de les forces... Makela Gebra, c'est une réalité patente que nous vivons aujourd'hui en Afrique. Non, on ne l'accepte pas. Non, écoutez, je vais finir. Ne peuvent pas se faire. Non, je vais juste finir. Attendez, s'il vous plaît. Ibouba et ensuite Zaprasso et Emmanuel Dupuis. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous savez très bien que sur ce plateau, j'ai toujours fusillé cela. Donc, plus panafricain que moi, il n'y en a pas. Le fond du problème est que c'est des exactions qui sont là, qui nous sont imposées et que les leaders politiques africains s'en bralent. Puisque, justement, ça les arrange d'un côté. Parce que justement, ils ne veulent pas... Ils s'en parlent. Bien sûr. Et là, en ce moment, donc, ils ne veulent pas lâcher l'affaire. C'est les mots, hein, l'étymologie. Le verbatim est très lourd, mais c'est ça la réalité, en quelque sorte. Tous ces classiques politiques qui sont là aujourd'hui, nous savons très bien comment ça fonctionne en Afrique. C'est une réalité. C'est-à-dire que nous sommes là, mais la mémise, elle vient d'ailleurs. Aujourd'hui, on doit partager cette position. Aujourd'hui, qui peut dénoncer cela et qui peut dire niet à ce problème-là? C'est juste la population nigérienne. Donc, il est exactement ça. C'est pourquoi la règle du jeu démocratique doit être respectée. Mais la règle du jeu démocratique, c'est une démocratique qui... Il n'y a pas de règle démocratique. Mais c'est ce qu'on va vous faire comprendre. Non, mais c'est triste, mais c'est ça la réalité. Ibouba, ce que je vais dire pour encore vous soutenir sur ce point, c'est dire le président sortant, bien qu'on conteste son élection, sinon son score qu'il vient de faire, puisqu'il n'est pas encore élu au premier tour comme il le voulait, mais déjà la communauté internationale a pris fait et cause pour lui, puisque l'Union européenne, africaine, pardon, l'Organisation internationale de la francophonie, qui avait des représentants là-bas, ont dit que le processus électoral s'est bien déroulé. La France a pris acte déjà, les États-Unis ont pris acte. Moi, je pense que au-delà de ça, à partir du moment où l'ancien ministre en prison, Amadou, a été candidat, c'était déjà un symbole fort pour que le processus, sinon l'avenir démocratique se mette en branle. Qu'est-ce que je veux dire? Non, qu'est-ce que je veux dire précisément par là? Il a eu un score qui n'est pas quand même démérité. En plus, on voit que toute l'opposition se met derrière Amadou. Donc, ça voudrait dire qu'il y a quand même un électorat. Au-delà de ces élections, après ces élections, je crois savoir que le 23 mars, il aura son procès. Mais ça va être un déclic parce que le président qui sera élu tiendra compte de ce qui s'est passé à travers ces élections. Et il y aura un jugement certainement Emmanuel Dupuis. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'il est toujours candidat? Parce qu'on a parlé de dégradation maintenant. Vous nous avez esquissé là, on comprend bien évidemment le décryptage qui se trame derrière la communauté nationale. Alors deux questions. Pour clore ce premier sujet, que cherche Issoufou, finalement? Est-ce qu'il ne cherche pas à déstabiliser et mettre le chaos, pour pouvoir justifier évidemment un certain nombre de choses? Et puis surtout, la grande question que tout le monde se pose, Amadou est-il toujours candidat ce jour? Alors, je vous réponds à la dernière question que vous avez posée. Oui, il est toujours candidat, mais dans des conditions quand même très difficiles. Je rappelle qu'il est emprisonné à Filengue, à 4 heures de route de Niamey. Il n'a pas le droit d'avoir ni téléphone, ni télévision. Et pourtant, il travaille avec ses collaborateurs, encore plus Internet, bien sûr. Donc, une certaine déconnexion du processus électoral et du pays réel qui est en train de voter. Et malgré tout, comme l'a dit notre collègue, il a réussi à faire 17,8%. Aggloméré avec les voix d'Ousmane, avec les voix de Soumarou. C'est très positif. C'est que ça doit interpeller plus d'un. Attendez, on va juste le finir, s'il vous plaît. Donc, très inédit. Aggloméré avec les voix de l'opposition, ce qui déjà est aussi un fait révélateur du fait que, contrairement à d'autres processus électoraux, se rangent tous derrière au lendemain, Amadou. 2 jours après, ce qui devait être la programmation des élections, on a une coalition qui vise à rassembler l'ensemble de l'opposition, ce qui est déjà un beau signe de vitalité démocratique. Donc, en agglomérant les scores de Cissé, les scores d'Oumarou, les scores d'Ousmane, on a beaucoup plus que 17,8. On est quasiment à 35-40. Donc on fait contre 48 du président. On fait jeu égal avec tous ceux qui n'ont pas voté. Donc ça veut dire qu'au Niger,
L'étape suivante sera intéressante à regarder. Comment l'opposition va se structurer après les élections. Il a obtenu 48,1. Le président du PNDS, Bazoum, le ministre des Affaires étrangères, a mis en avant le fait que, justement, il a utilisé ce fait en disant, regardez, nous sommes particulièrement vertueux parce que nous n'avons pas poussé à ce que les 1,5% de voix qui nous manquaient, 1,6% de voix qui nous manquaient, nous fassent élire au premier tour. Donc, oui, le président Amadou, le président de l'Assemblée nationale, 3 fois Premier ministre, plusieurs fois ministre, est toujours candidat et il travaille. Et ça, c'est intéressant parce que, hélas, pendant cette campagne, on n'a pas beaucoup parlé de programme. On a un petit peu parlé, premièrement, du cas judiciaire qui était focalisant sur le cas d'Amadou. Deuxièmement, et ça aussi c'est un élément important à dénoncer ou en tout cas à mettre en perspective plutôt. Juste de nouveau, le ministre de l'Intérieur qu'on a entendu a utilisé un autre argument qu'on n'a pas entendu à l'occasion de son interview sur une chaîne concurrente, mais il a évoqué le fait que à chaque fois qu'Amadou est dans l'opposition, il y a des risques de coup d'État. Rappelez-vous, il y a de cela 3 semaines, quand un coup d'État avait été déjoué. Donc il faut aussi avoir cela à l'esprit. Et je réponds à votre deuxième question. Oui, Issoufou va sans doute aggraver et tendre un petit peu la situation. La question sécuritaire, la stabilité socio-économique, etc. La stabilité socio-économique et la question démographique, c'est une question absolument dramatique, avec un taux de fécondité de 7,6%. 7,6 enfants par femme. Je crois qu'il y a quelque chose, il faudra analyser cette situation sous plusieurs angles en fait. Et ce qui est le plus lancinant et ce qui est le plus important, c'est aujourd'hui la situation politique qui est tout à fait colorée donc d'une certaine tristesse. Pas non seulement au Niger, mais qui se répand de plus en plus en Afrique. La mainmise de la communauté internationale sur l'échiquier politique donc de certains pays. Wow, la mainmise de la communauté internationale qui est clairement impliquée, vous êtes en train de me dire, sur le continent africain. Bien sûr, parce que attention quand même, je pèse très bien mes mots. Ce que je dis aujourd'hui est en plus d'une façon maladroite et nuancée. En quelque sorte, aujourd'hui, seules les populations doivent prendre conscience de certains faits et pouvoir agir par rapport... Attendez, c'est important ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de clairement nous dire que le continent africain n'est ni indépendant, ni autonome. Mais bien sûr, mais cela veut dire que ça, il faut le dire, qu'on est fort. On est d'où? On est indépendant ou d'où? On n'est pas indépendant, bien sûr. Notre indépendance, elle est subjective. Je pense que ça va faire débat. Le sens. Elle est très subjective. Je vais finir. Je soutiens ma thèse. Elle est très subjective. Donc, en ce moment, aujourd'hui, la jeunesse africaine et les Africains, ils doivent prendre conscience de cela et prendre leurs responsabilités face à certaines situations qui, aujourd'hui, sont en train de prédominer donc, le continent africain et de dire niet à ces genres de propos et à ces façons de faire là. Oui, vous avez dit, vous, qu'il y a une forte mainmise sur le continent. Il y a une forte mainmise parce que justement, leur intervention. Mais bien sûr, ce qui se passe au Niger, ce qui se passe aujourd'hui au Niger n'est pas fortuite. Ok, Issoufou aujourd'hui, donc. Vous êtes en train de dire Issoufou c'est une marionnette. Non, c'est pas une marionnette. Si vous dites que la communauté internationale a la mainmise, donc tous les chefs d'État c'est des marionnettes. Issoufou. Non mais attendez, c'est important. Ça vous pouvez le dire. C'est ma vision spontanée des choses. C'est une question que je pose. C'est ma vision spontanée. Si vous dites qu'il y a la mainmise de la communauté internationale, est-ce que vous considérez que les chefs d'État sont des marionnettes? En tout cas, moi, je ne dirais pas que les chefs d'État sont des marionnettes parce que ça sera très gauche de ma part. Mais à ma vision spontanée des choses, je sais qu'il y a beaucoup de manipulations dans ce continent-là et il va falloir les dénoncer d'une façon ipso facto, ça se voit. C'est très réel aujourd'hui et que là, je compte effectivement sur donc, cette jeunesse-là, cette jeunesse africaine-là, sur la conscience de cette jeunesse africaine-là qui a une vision tellement optimale et qui veut tellement loin pour le continent. Il va falloir faire quelque chose et dire niet à ces façons de faire en Afrique. S'il vous plaît, vous voulez réagir aux propos tenus. Modérer l'ardeur de mon camarade en disant que moi je ne m'inscrirai pas dans ce débat que je ne crois pas, mais qui est un débat en soi. L'indépendance stratégique de l'Afrique ou l'intégration de l'Afrique dans le jeu international. Il faut oser le dire, juste. Il y a quand même une réalité, c'est que, et là-dessus je peux partiellement suivre l'argumentaire de mon voisin, il y a une monopolisation de l'agenda sécuritaire en ce qui concerne la manière dont la communauté internationale, l'Union européenne, perçoit l'urgence de traiter avec les chefs d'État africains. La politique européenne de voisinage, qui a été rénovée il y a 2 mois, le dit précisément qu'il faut configurer les forces armées africaines pour qu'elles puissent elles-mêmes répondre spontanément
de manière introspective, si j'ose dire, répondre à aux défis sécuritaires. Donc il y a sans doute, de la part de l'Union européenne, qui est en train de rénover ses accords d'association Afrique, Caraïbes, Pacifique, une focalisation intellectuelle. Pardon, c'est vrai. Oubliez, c'est ma mise. Je termine juste en 30 secondes. Mais bien sûr, c'est le verbatim. Il est lourd, mais il est exact. C'est pas le mien, je termine en 30 secondes. Il y a sans doute intellectuellement une sorte de focalisation intellectuelle, une ornière qui fait que toutes les relations qui sont ciblées vers le continent africain concernent la question sécuritaire. Justement, je reprends en fait, Emmanuel, c'est que l'impératif sécuritaire est devenu aujourd'hui une urgence telle que ça biaise les règles de jeu démocratiques sur le continent. Et je pense qu'à l'heure où vont les choses au Niger, on ira tout droit vers une crise post-électorale assez gravissime. Et l'instabilité dont vous évoquez dans votre intervention, c'est que le Niger va s'enfoncer dans une violence, je dirais, il ne faut pas écarter les syndromes de coup d'État, parce que les Nigériens, la classe politique, la scène politique nigérienne a habitué l'opinion publique internationale des coups d'État. À chaque fois qu'il y a vous souvenez-vous de l'affaire Tandia, à chaque fois qu'il y a une impasse politique, l'armée est intervenue pour déconjurer. Maintenant, l'impératif sécuritaire, aujourd'hui, tel que nous voyons, est en train de reléguer au second rang les aspirations démocratiques, les aspirations populaires des voix africaines. Et tu as raison, quelque part, si tu dis la même mise. Seulement, le mot est très fort. Et nous appelons effectivement, dans ce sens, la communauté internationale à reconsidérer son approche sécuritaire. Il faut une approche sécuritaire, certes, mais il faut aussi une revendication démocratique des forces en présence. Or, j'ai l'impression que nos partenaires européens, notamment, ne sont pas de l'écoute telle que nous l'exprimons. Enfin, Zab Crasso, et on passe au second sujet. Vous voyez, on est tous dans le même sens. Et j'ai fait pas tous, 3 contre 1. Mais non, mais on est quand même d'accord. On est quand même d'accord que, évidemment, la fameuse communauté internationale, l'implication de la fameuse communauté internationale est vraiment un fléau, sinon un virus qu'il faut esquiver, ce qui est sûr. Éradiquer complètement de la fameuse. Je le soutiens. Moi, je ne suis pas en train de soutenir. Il y a déjà un qualificatif. Le virus, ça veut dire qu'il existe. Donc il a une mainmise. C'est Zab Crasso qui en parle. Non, mais attendez. Non, mais il ne faut pas avoir peur des choses. Il ne faut pas avoir peur. Il faut dire ce qui se passe. Moi, je suis africain et je suis fier d'être africain. Mais ce qui se passe, ça se passe. Pour s'en réjouir ou pour avoir peur. Ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, on sait très bien. Ou s'extasier ou jubiler dans tous les sens. On est simplement, comme l'a rappelé Emmanuel Dupuis, de tenter d'apporter une réflexion, s'il vous plaît. Exactement, la communauté internationale, c'est la même qui fait les beaux jours, la pluie ou le beau temps en Afrique. Et surtout au moment des élections. Nous, aujourd'hui, nous voyons dans tous les pays où se sont passées des élections, dès que la communauté internationale, la communauté internationale, c'est ce dragon qui a des tentacules avec la France au bout, les États-Unis, l'Angleterre, par-ci, par-là, c'est de cela qu'on veut parler. Et qui active l'ONU. Et nous l'avons vu, les affres de l'implication de la fameuse communauté internationale, mais ce sera l'objet d'un débat. Mais on le voit déjà en Côte d'Ivoire. On n'a pas encore fini de soigner cette plaie. Aujourd'hui, ce que je voulais dire, aujourd'hui, au Niger, évidemment, je viens de l'annoncer, à peine que les élections soient dans l'impasse, ce sont eux qui se précipitent. Allez, messieurs, autre élection. Le débat continue sur les réseaux sociaux, sur la page, votre page, ça fait débat. Vous likez, vous partagez, vous commentez. Et puis sur Twitter, #CFDébat ou @CFDébat. Messieurs, direction le Bénin. Le Bénin où aussi là, on peut considérer qu'il y a un second tour qui va se tenir là prochainement. Bientôt même d'ailleurs, c'est imminent. Et ça se passe au Bénin. C'est le face-à-face Zinsou-Talon. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de découvrir ce reportage réalisé et commenté par Moïse Bonkoro. Leurs partisans exultent, Lionel Zinsou et Patrice Talon. Les 2 candidats arrivés en tête du premier tour de la présidentielle selon les résultats provisoires donnés par la commission électorale. Lionel A. L. Zinsou Derlin, 856 218 voix, soit 28,44%. Patrice G. Talon, 746 798 voix, soit 24,80%. Ce sont donc les 2 hommes qui s'affronteront au 2e tour.
Et la bataille s'annonce ardue entre les deux candidats dont le point commun est l'essence des affaires. Lionel Zinsou, banquier d'affaires, est entré dans la sphère politique béninoise il y a seulement 8 mois. Le franco-béninois a fait une grande partie de sa carrière dans la finance dans l'Hexagone, avant d'être nommé au poste de Premier ministre en juin 2015. Quelques mois plus tard, il est adoubé par les partis au pouvoir pour succéder au président sortant Boni Yayi. Ici, je peux dire, aujourd'hui, grâce à vous, Choco, Choco. Patrice Talon est aussi un homme d'affaires qui a été longtemps un proche du président sortant. Mais en 2012, l'homme le plus riche du Bénin est accusé d'avoir fomenté un complot depuis l'étranger. Son objectif, empoisonner les présidents. C'est alors la rupture entre les deux amis. Yayi doit tirer les conséquences. Et quelles sont les conséquences? Il a perdu partout. Il a perdu devant le tribunal de première instance de Cotonou. Il a perdu devant la cour d'appel de Cotonou. En mai 2014, Boni Yayi annonce finalement qu'il pardonne à Patrice Talon. Pour autant, les deux hommes sont loin d'être redevenus des amis comme avant. On va tenter quand même, là, alors c'est un autre sujet, hein, un peu plus complexe, pareil, avec la même complexité, mais messieurs, alors, le chef du gouvernement sortant, hein, je fais référence à Lionel Zinsou. Alors, est-ce qu'il n'est pas déjà en train de gagner le second tour, Emmanuel Dupli? Je ne crois pas. Alors, il faut avoir à l'esprit que... Parce qu'il y a quand même des tractations qui ont commencé, là. Bien sûr, sauf qu'il faut avoir à l'esprit que le contexte béninois, qui n'est pas du tout le contexte nigérien, pour une raison simple, c'est que la question sécuritaire n'obère pas les débats dont on parle. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle un des candidats, qui est l'ancien chef d'état-major, Amoussou, n'a pas fait un très bon résultat. Alors même que, dans un autre contexte, un ancien chef d'état-major, un ancien chef de l'ONUCI, aurait eu peut-être un petit peu plus de légitimité. Pourquoi c'est plus compliqué pour Zinsou? C'est plus compliqué pour Zinsou parce qu'il a en face de lui des gens qui lui ressemblent. Patrice Talon est un homme d'affaires. Patrice Talon a une longue histoire avec la France. Lionel Zinsou est certes Premier ministre depuis le 18 juin de 2015. Mais il est franco-béninois, avant tout. Et il a fait toute sa carrière à Paris. La Banque Rothschild, Paille Partner, le Fonds France-Afrique ou Africa-France qu'il a créé en février de l'année dernière. Donc il y a sans doute une sorte de mainmise aussi du pouvoir français. Le président Hollande est allé à Cotonou 15 jours après la nomination de Zinsou comme Premier ministre. Du reste, avec une compétition forte, puisqu'Abiola était resté vice-premier ministre. Justement, on accusait Zinsou d'être le Premier ministre plutôt occidental et Abiola d'être le Premier ministre local. Donc il y a un vrai enjeu, parce que les candidats se ressemblent. Ce sont des hommes d'affaires qui parlent dans un contexte où la stabilité économique du pays est une réalité et est un enjeu électoral. Après, il y a une autre réalité, c'est que ces élections, qui ont réuni peu ou prou 64%, n'ont pas été à l'honneur des partis politiques. Les partis politiques n'ont là aussi pas tout à fait fait campagne, n'ont pas fait leur travail. Le débat s'est focalisé sur les hommes. C'est vrai. Sur un combat entre Talon, sur des personnalités. Entre l'ancien Premier ministre Koupaki, à Javon, etc. Sur des personnalités. Donc là, il y a aussi une forme de dualité qui fait, pour répondre directement à votre question, que c'est pas tout sûr que Lionel Zinsou, qui a eu que 2 ou 3% de plus que Talon ou qu'à Javon, puisse gagner aussi facilement que... Un peu plus. Hein. Il est crédité de 28,44, Talon 24,80 et à Javon 23,03. Et s'il s'agglomère, ça fait aussi une... Mais après, voilà, c'est maintenant que tout se joue. C'est justement, je parlais de tractation, c'est les accords qui vont se nouer entre les différents candidats, bien sûr. Je vous donne la parole. Makelen Gebla, je partage un peu ce que disait Emmanuel. C'est que la scène politique béninoise est différente du Niger. Mais ce qui est un peu irritant dans ces cas, c'est que Lionel Zinsou, comme vous l'avez évoqué, il vient de la sphère économique, aussi très proche de Laurent Fabius. L'opinion publique béninoise voit en lui quelqu'un qui a été imposé de l'Occident. Et quand en Afrique, vous savez, c'est ce qui a valu effectivement le départ de Karim Wade au Sénégal. C'est que les Africains jusqu'à là sont très... Mais attends, je termine. Ça fait pas plaisir à Ibouba. Attention à ce que vous allez dire. Hein. Et donc, toucher à mon pays. Les gens, donc du coup, je pense que Patrice Talon... Mais ça fait débat, cher ami. Ça fait débat. Patrice Talon a plus de chances par rapport à Lionel Zinsou, étant donné qu'il a avec lui... À Javon, il a avec lui Abdoulaye Biotchani, qui était l'ancien représentant Afrique du Fonds monétaire international. Donc, c'est déjà aussi poids lourd, c'est des ténors de la vie politique béninoise. Et c'est là où on va venir comment
les promoteurs, je dirais, de Lionel Zinsou pourront-ils effectivement imposer quelqu'un des paris au Bénin que vous connaissez très bien, à un niveau de culture politique et un niveau de culture démocratique aussi avancé. Ah, on l'a reçu, moi je l'ai reçu dans Ça fait débat, Lionel Zinsou. Et il me paraissait déjà, à l'époque, je lui avais posé la question si comptait faire de la politique au Bénin, il se présente même en candidat. Bon, il a été évidemment précautionneux. Il m'avait dit, je ne sais pas, j'en suis pas là. Bon. Voilà. Je crois que le cas de Zinsou attire quand même la conscience de plus d'un en Afrique aujourd'hui. Il est apprécié. C'est mon sentiment, je sais pas. Il a le sentiment qu'il il a un côté, Makaila Ngebla l'a annoncé tout à l'heure, effectivement, donc il est vu comme quelqu'un qui a été imposé par l'Occident. Voilà. Vous pensez vraiment? Mais bien sûr, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'on l'a attaqué sur son... C'est possible. Sa double nationalité. C'est sa double nationalité peut-être sûrement qui pose problème. Et pourquoi ça poserait problème? Pour lui et pas pour d'autres chefs d'État? Oui, mais bon, vous savez très bien, on sait que son cursus, il a fait tout son cursus en France, Lionel Zinsou. Donc il a quitté la France pour aller au Bénin, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui au Bénin. Maintenant... Et pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord, il n'y a pas de problème, il est béninois. C'est tout à fait normal. Mais moi, ce que je voudrais dire tout de suite, donc, mon collègue à côté, donc, effectivement, Emmanuel Dupuy, plutôt, a parlé effectivement de ce mot que j'ai employé tout à l'heure. Sinon, le verbatim dont je disais de la même mise de la communauté internationale. Donc, ce qui est répétitif. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est un message à l'endroit de la jeunesse africaine. Il est exactement temps que vous, Africains, que vous prenez votre mais là, destin. on parle des élections béninoises. Non, je parle des élections béninoises, notamment vous, Béninois, alors, que vous prenez votre destin en main et que vous ouvrez bien les yeux, que vous sachiez que l'Afrique, le continent africain ne peut être géré que par des Africains. Et il y a certaines choses aujourd'hui qu'il ne faut pas vouloir ni accepter de par notre dignité, de par notre... Non, mais ça ne répond pas à toutes les questions. Ça répond à cette question parce que justement... Et Bouba, on n'est pas là pour délivrer des messages comme ça, juste coup par coup. On est là, merci, on est là pour analyser. Non, vous ne pouvez pas vous permettre. Le message n'est pas fortuit. Pardonnez-moi, non, c'est encore moi. Le message n'est pas fortuit, le message est vu sous un angle bien précis. Non, écoutez, je vous explique pourquoi. Je veux juste vous répondre, Et Bouba, s'il vous plaît, on est à Ça fait débat. Si on est là tous autour de ce plateau, c'est pour commenter, analyser, décrypter l'actualité. On n'est pas là, s'il vous plaît, pour adresser un message plus particulier à... Bien sûr, de toute façon, à travers votre analyse et votre décryptage, il y a un message. Il y a un message à la fois politique et il y a aussi... On n'est pas là pour se servir de Ça fait débat. Je ne me sers pas de service Ça fait débat, mais je voudrais juste attirer l'attention. Non, je ne me sers pas de Ça fait débat. Et je ne fais pas aussi... je ne galope pas, en fait, comme on le dit. Excusez-moi, passez-moi le terme. Mais demain, alors, pourquoi pas l'apologie d'autres choses ici sur ce plateau. Je voudrais juste... Parce qu'effectivement, ça fait débat où la parole ou l'expression... Non, mais ça va de soi. Non, mais attendez, je vous dis... Non, vous me laissez m'exprimer quand même. Vous m'exprimez. Ce que je voudrais vous dire, moi, j'attire juste le peuple béninois, la conscience de cette jeunesse africaine, de cette jeunesse béninoise, donc à prendre acte de certains faits et à ouvrir les yeux. C'est juste ça que j'ai dit. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose de mauvais. Il est où le fond du problème? J'ai le droit quand même de dire... Ça répond effectivement parce que justement... Ça ne répond pas à toutes ces questions. Ce qui se passe aujourd'hui au Bénin... Est-ce que vous voulez qu'on écoute? Est-ce que vous voulez qu'on s'écoute parler un instant? Parce que sinon, là, vous savez quoi? Ça devient le brouhaha. On ne s'entend plus du tout, s'il vous plaît. Zap Krasso, allez-y. On est là pour répondre, s'il vous plaît, aux questions qu'on se pose ici, quand je soulève, et puis peut-être éventuellement toutes les questions que peuvent se poser nos amis téléspectateurs. C'est très simple. On est face à un second tour, un face-à-face, Zinsou, Talon. On essaie de décrypter ce second tour. Zap Krasso. Oui, je voulais dire, je suis d'accord complètement avec vous parce qu'on n'a pas besoin d'appel. Le peuple béninois a déjà pris conscience de ce jeu démocratique qui est en cours. Et bon, pour ce qu'on vient de voir par rapport à l'autre pays, le Niger, on voit que le Bénin continue à s'inscrire dans la voie démocratique à travers toutes les élections, et ce depuis 1990, où voilà, ils alignent avec sérénité des élections qui se passent très bien et l'alternance qui se passe très bien. Donc, à travers ces élections où le Premier ministre voilà, du président sortant, du parti sortant, est à égalité presque avec son rival direct, M. Talon, nous pensons que le peuple béninois a déjà donné un signal.
un signal fort pour dire que celui qui est en face, ils n'ont pas fait de façon violente, comme on le voit dans les élections qui arrivent en Afrique, mais ils l'ont laissé venir et ils ont porté leur choix sur Talon, M. Talon. Et M. Talon est en position de force. Quand on est au Bénin, vous savez ce qui se passe, c'est qu'on a des affiches très claires. On voit le face-à-face Zinsou et Talon. Exactement. Martelé dans tout le pays. C'est ça. Et ça y est, c'est annoncé. C'est bien passé. Et je vous dis, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer politiquement. C'est-à-dire que ces accords et Zinsou, soudainement, se retrouvent un peu dépassés par ce jeu politique de tous ces candidats qui ont des scores honorables, d'accord? Et Zinsou est en train de voir une victoire lui échapper. C'est la question que je pose. Emmanuel... Je voulais compléter. Non, mais on va faire un tour de table. Excusez-moi, Zappa. Emmanuel Dupuy. Alors, justement, pour rebondir à ça... Parce qu'il faut qu'on réponde quand même à ces questions de tractation. Pour répondre à ces questions de tractation, ce que vous dites, le combat, le face-à-face, effectivement, est une réalité. Ce qui est aussi une réalité, c'est que l'arrivée dans le jeu politique du Premier ministre Zinsou ne s'est pas fait aussi facilement qu'on ne le dit. Le parti du président, le parti Les Forces Corrides pour un Bénin émergent, ont été l'objet de dissensions sur la personnalité même de Zinsou. Certains voulaient que ce soit un autre candidat, notamment Abiola dont j'ai parlé. Bref, il y a à côté de cela une vraie vitalité démocratique qui s'exprime par ce que vous avez dit. Des candidats de l'opposition qui font des scores relativement importants. Un autre élément qu'on a un petit peu minoré dans le précédent débat et qui a eu résonance ici, c'est la force que peut représenter l'opposition à travers le poids législatif, à travers les élections. C'est ça. En l'occurrence là, il n'y avait que des élections présidentielles et le deuxième tour, le 6 avril, on ne s'agira que d'élire un président. Mais ce qui est intéressant au Niger, comme ce qui était intéressant il y a quelques semaines en République centrafricaine, c'est que parfois l'opposition peut se structurer à travers le Parlement. C'est ce qui se déroule en ce moment même au Bénin. Alors c'est peut-être là où il y a sans doute une capacité à dépasser un dernier élément qu'on a peut-être aussi pas suffisamment déclaré, c'est que les partis politiques, tous les partis politiques, notamment les partis historiques, je pense notamment au Parti du Renouveau démocratique de Oungbeji, qui était le candidat traditionnel, sont tous... soutenu, alors, messieurs, je redonne. Tous ces partis, je termine, Adil, tous ces partis sont dépassés parce que les partis politiques ne représentent plus cette jeunesse que vous appelez à une mobilisation, dont vous appelez une mobilisation structurée. Donc le danger, il est là. C'est qu'il y a des émergences de personnalités politiques, mais leurs électorats ne sont plus dans les partis qu'ils représentent. Alors, justement, ces tractations, on parlait à la fois Talon et de Zinsou, qui, ça y est, ont commencé d'ores et déjà à essayer de signer des accords. Mais c'est exactement ça. C'est pourquoi donc là, je crois, à mon avis, peut-être sûrement que vous allez bien me comprendre. Non, mais il ne veut pas lâcher l'affaire. Non, mais là, au moins, à la rigueur, vous allez bien me comprendre parce que ça ne fait que illuciter mes pensées, en fait, en quelque sorte. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai fait appel à cette... Mobilisez-vous. 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 Allez voter. S'il faut aller voter, oui, là, je suis d'accord. Allez-y voter. Allez-y, votez, votez, c'est ce que je vous fais comprendre. Regardez la réalité, analysez ce qui se passe, regardez le contexte économique. Pour qui vous voulez, il faut aller voter. Regardez, effectivement, je ne dis pas allez-y voter pour Zinsou ou allez-y voter pour l'opposition, mais analysez la situation politique, la situation économique, sociale, économique et politique de votre pays et essayez de voir ce qui peut être rentable pour la population béninoise. Et vous allez voter pour ces gens, mais ne restez pas chez vous, croisez les bras. Mon appel, il va à cet endroit-là. Moi, mon appel, il ne va pas dissuader ou peut-être seulement vous avez une vision peut-être seulement singulière ou particulière. Peut-être ne me diffamez pas. Mais ce que je dis, moi, oui. Mais ce que je dis, moi, mon appel, il est à cet endroit-là et je crois que je le fais de vive voix en tant qu'Africain. Je voudrais qu'il y ait effectivement que tout se passe bien. On sait que le Bénin, c'est un pays très démocratique qui a toujours annoncé cette couleur-là et nous voudrons justement qu'il avance dans ce sens-là. Eh bien, c'est dit. Non, mais c'est bien, c'est un beau message. Moi, j'apprécie aussi. S'il faut appeler la mobilisation de cette jeunesse béninoise pour aller voter, allez voter, allez aux urnes. Oui, Makela, les Abkrasso. Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je vois qu'il va y avoir au second tour une coalition, forte coalition, qui va se faire autour de Sébastien Adjavon, autour d'Abdoulaye Biotchane et puis d'autres acteurs qui pourront peut-être reverser leur voix à Patrice Talon et éventuellement peut-être le second tour ça va se jouer d'une manière très rigide entre les différents acteurs en présence. Et puis il y a Zinsou qui promet aussi à certains candidats qui vont se retrouver au gouvernement. Mais je pense que le peuple béninois, comme on le dit, a déjà fait son choix puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure... Ah bon, qui ça bon,
Monsieur Talon. Patrice Talon. Ça y est, c'est le futur président. Oui, puisque... non, parce qu'on ne s'attendait pas à ce score. Voilà M. Zinsou qui arrive adoubé justement par la France et il avait l'avantage d'avoir tout pour avoir un score un peu plus fort que celui-là. Et il se voit talonné. Aujourd'hui, la population béninoise, comme tous les Africains... Talonné, c'est sans jeu de mots là, non? Talon. Mais pardonnez, mais je pensais que vous l'avez fait disait le frère Ibouba, évidemment, la population béninoise va porter son choix sur quelqu'un du terroir. C'est ça. Non seulement du terroir, mais qui les connaît très bien. Et c'est ce signal qu'ils ont donné à M. Zinsou. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a une sorte de rupture dont on a besoin en Afrique. La rupture, là, c'est que la jeunesse arrive à s'exprimer avec ces gens, ces hommes qu'ils connaissent. Et c'est ça qui va se passer. On voit bien que le troisième qui arrive est aussi à un score honorable. Absolument. Et les deux déjà, M. Ajavon et M. Talon vont s'allier. Ça dépend des négociations en cours, mais je pense que c'est vers cette tendance que cela va aller, forcément, pour que la nomenclature qui s'est installée à la tête du Bénin puisse s'arrêter et permettre l'alternance avec une autre couche d'hommes et un autre groupe. Message d'optimisme. Premièrement, il faut que l'opposition joue son rôle. Et il ne faut absolument pas que l'opposition accepte d'être dans le gouvernement du vainqueur. Parce que ça, c'est la preuve absolue de la négation démocratique. Et je dis ça parce qu'en Centrafrique, c'est ce qui est en train d'être envisagé. Exact. Et je pense et j'espère que Anissé Georges de Leguélé n'acceptera pas le poste de Premier ministre. Parce que c'est comme ça que la jeunesse va avoir foi dans les candidats qui la représentent. Si d'un côté, le lendemain, au troisième tour électoral, on voit les opposants devenir les porteurs d'une politique qui n'était pas la leur, c'est quand même une négation. C'est ce qu'on appelle les magouilles politiques. Absolument. Et dernier point, je pense que c'est important. Je crois qu'on est passé à une nouvelle phase dans laquelle les urnes comptent plus que les procès. Ayons à l'esprit que, comme au Niger, le Bénin, la politique se faisait à travers les procès qu'on intentait aux opposants. On l'a très bien vu, le Patrice Talon a obtenu gain de cause ici au tribunal de grande instance de Paris. Donc ça, c'est un élément important. Et dernier élément, polémique, et je le laisse comme tel. Attention aussi s'il vous plaît. À la cristallisation, à la polarisation politique. Comme je l'ai dit, dans l'espace sahélo-sahérien, élargi au Golfe de Guinée, beaucoup de présidents se revendiquent d'une paternité, d'une fraternité avec des partis politiques de l'extérieur. Il faut absolument dépasser cela. On ne peut pas être candidat proche de l'opposition française ou candidat proche de la majorité française. Il faut définir... Le débat continue sur les réseaux sociaux, la page Facebook, ça fait débat, et sur Twitter, #CFDébat ou @CFDébat. Messieurs, dernier sujet, on fait un tour de table s'il vous plaît. Bien sûr, évidemment, que les femmes ne viennent pas me cogner en me disant oui, mais il n'y a aucune femme autour du plateau. J'avais le choix, la possibilité à la fois d'offrir ce plateau dans Ça fait débat une spéciale femme, c'est-à-dire que des femmes autour du plateau, et pourquoi pas, je l'envisage peut-être un jour de faire commenter que par des femmes, même si elles sont minoritaires ici, mais en tout cas, tout le monde est bienvenu et tout le monde a droit de citer ici, même dans Ça fait débat. Je voulais simplement avoir le regard et le point de vue d'hommes, de personnalités ici, de leaders d'opinion concernant le statut de la femme en Afrique. Alors messieurs, dans le cadre de cette journée de la femme internationale, c'était le 8 mars dernier. Le 8 mars dernier, plusieurs questions se posent. Souvent on dit, alors ici, même certains d'entre vous sont venus ici le répéter en disant que l'avenir de ce beau continent qu'est l'Afrique, eh bien c'est la femme. Qu'est-ce que vous répondez? Alors les jeunes femmes qui aspirent, elles aspirent à quoi? Est-ce que finalement des femmes continue à inspirer et non pas à inspirer l'Afrique? C'est deux questions que je pose, je fais un tour de table et finalement je vous pose la question: la femme n'est-elle pas l'avenir de l'Afrique? Emmanuel Dupuis, Zab Crasso, Makellan Gebla et Ibouba. Alors comme nous avons chacun en nous une part de féminité, les femmes seront représentées à ce plateau. En tout cas, vous allez vous faire taper, je le sens. J'ose l'espérer. Non, je crois que c'est très important d'avoir à l'esprit que la journée de la femme, c'est le 8 mars, mais qu'il y a une multitude d'autres occasions de rappeler l'importance structurante des femmes dans la gouvernance et dans la part qu'elles prennent dans le leadership africain. Je ne prends qu'un seul exemple. La Semaine de l'Afrique, qui aura lieu autour de la fête qui constitue la naissance de l'unité africaine, le 25 mai, sera largement consacrée à la grande distribution des femmes, à la stabilité, à la sécurisation et au développement économique du continent. Pour répondre à votre question, je crois que les femmes ont un rôle tout à fait structurant à jouer. Court et précis, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste... Très court. Je vais vous dire 4 minutes pour rendre l'antenne. Très court. Un rôle tout à fait précis, puisque un des enjeux de l'Afrique est sa maîtrise démographique. Et bien évidemment, la diminution
des taux de fécondité qui obèrent l'avenir de pays qui ne peuvent pas supporter ces populations est au cœur des dispositifs politiques dans lesquels les responsables politiques doivent s'engager. Et évidemment, les femmes sont particulièrement... Les eux-mêmes, vous êtes en train de nous dire. Je pense nécessairement que la femme a sa place dans la société, surtout africaine. Bon, puisque je suis un activiste panafricain, je me réfère toujours à cela. Mais c'est vrai qu'on constate qu'on ne donne pas à la femme sa place qu'elle mérite dans la société africaine. Aujourd'hui, vous pouvez voir si toutes les chapelles, dans la politique, partout, elles sont sous-représentées et elles sont encore confinées dans un rôle de second. Depuis la fameuse émancipation de la femme ou l'égalité des sexes, nous n'avons pas vu une évolution assez, on va dire, visible de cette évolution. On est dans un état d'esprit et la femme est toujours reléguée au second plan. Alors nous pensons qu'il y a vraiment aujourd'hui opportunité à laisser la femme s'exprimer parce qu'elles ont fait l'histoire. Je pense à Winnie Mandela, je pense à Rosa Parks, je pense à Simone Gbagbo, je pense à bien d'autres femmes qui ont quand même eu des rôles d'hommes et elles méritent la place dans la société africaine. Et pourvu que ça dure, Makela Ngebla. Je pense que de Johannesburg à Tunis, en passant par Casablanca, au Caire, Dakar, y compris Dakar, et Conakry, et N'Djamena, je pense que les femmes africaines jouent un rôle important dans le développement, dans la transformation sociale, et qu'aujourd'hui, c'est des acteurs non négligeables si on veut vraiment amorcer un développement harmonieux, un développement inclusif. Il faut tenir compte effectivement de l'apport féminin dans notre développement, dans nos actions que nous menions. Et enfin, Ibouba. Voilà, le mot de la fin vous revient. Le mot de la fin me revient avec honneur, merci. Donc je voudrais juste quand même souligner, et comme vous n'aimez pas que je le dise, mais moi je fais toujours un appel à ces gouverneurs qui nous suivent et à qui nous sommes sous leur autorité ou sous leur règne aujourd'hui, que la parité ne doit pas être donc qu'un jeu de fait. En fait, aujourd'hui, la femme, elle a droit à avoir sa place et elle mérite sa place comme il faut parce que c'est cette femme-là qui nous a donné naissance, c'est cette femme-là qui nous a donné la vie, c'est cette femme qui, dans les champs, dans les villages les plus reculés, qui n'ont pas d'eau, qui se battent tous les jours pour nourrir les enfants. Nous, les hommes, on est là, c'est vrai que nous avons un rôle à jouer, mais le vrai rôle de la famille est joué par la femme. Et je crois qu'ils sont conscients de cela. Il faudra donner à la femme ce qu'il lui faudra. La femme, elle se fête tous les jours, elle ne se fête pas la que le fin but. de cette émission. Voilà. Et vous savez, vous aussi, les jeunes femmes, les femmes, et puis tous les autres, vous pouvez réagir sur la page Facebook Ça fait débat. Vous likez, vous commentez, et puis sur Twitter, #CFDébat ou @CFDébat. Merci messieurs, merci à notre Christophe Barbianou avec son écharpe. C'est notre blogueur à nous, il s'appelle Makela Ngebla. Merci à vous. Merci à Zap Crasso qui est journaliste activiste. Merci infiniment. Vous reviendrez quand vous voulez. Merci à Emmanuel Dupli, président fondateur à l'IPSE. Prochain départ pour l'Afrique. Le Maroc, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bon courage, bon séjour également. Et puis, Ibouba, journaliste politique. Merci infiniment. Merci beaucoup, monsieur. Vous reviendrez, malgré votre coup de gueule. Se faire entendre, exactement. Allez, merci à Valerio pour la réalisation de cette émission et toute son équipe technique. On se retrouve très prochainement. Restez fidèles. À très bientôt. Ciao, ciao. Portez-vous bien.